bonjour. Donc, je remercie d'abord Pierre-Pascal Boulanger d'avoir invité les économistes atterrés à organiser cette session. Comment une session d'économistes portant sur guerre et paix aurait pu omettre le thème de la lutte des classes? Est-ce que cette lutte des classes, elle continue? Est-ce qu'il y a toujours une guerre des classes? Ou est-ce que c'est périmé et les classes auraient trouvé une paix harmonieuse? Comme vous savez, pour les uns, la lutte des classes, c'est du passé. Il n'y a plus qu'une grande classe moyenne, avec une classe supérieure qui a des avantages, mais qui sont bien mérités, parce que c'est eux maintenant qui, par l'innovation, sont la classe productive. Il y a des exclus qu'il faut aider, mais pas trop, parce que la redistribution, ça nuit à l'efficacité. L'État est un agent neutre de la société, et les entreprises, lorsqu'elles essayent de valoriser, d'augmenter la valeur pour les actionnaires, servent en fait le bien commun. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Dans cette optique, comment peut-on expliquer la situation actuelle, la hausse de la part du capital par rapport au travail, la financiarisation, le maintien et le développement des inégalités de revenus et de statut, la définanciarisation, la précarisation? Au moment de la crise sanitaire, on a vu la situation des premiers de corvée, le fait qu'ils sont indispensables et qu'ils ne sont pas rémunérés à la mesure de leur utilité. Et donc, ça nous amène à une seconde vision selon laquelle la lutte des classes continue à exister, qu'elle a été gagnée par les classes dominantes grâce à la mondialisation, grâce à l'informatisation. Cette victoire des classes dominantes, et on va en discuter, c'est aussi une victoire à la Pyrrhus, parce qu'on a les contraintes écologiques, parce qu'on a l'instabilité financière, et puis en face, on a des classes populaires qui sont disloquées et qui ont du mal aujourd'hui à mener cette fameuse lutte de classe. Donc, on va maintenant en discuter. On a 3 intervenants que je vais vous présenter avant leur intervention, qui va à chaque fois durer une quinzaine de minutes. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions auxquelles les intervenants vont essayer de répondre. Donc, le premier intervenant, c'est Romaric Gaudin, que vous connaissez comme journaliste à Mediapart, qui a écrit l'année dernière un ouvrage qui s'appelle « La guerre sociale en France », paru aux éditions La Découverte. Et donc, on va lui poser la première question. À votre avis, est-ce que la lutte des classes existe encore en France et dans le monde? Merci beaucoup Henri, merci à tous pour votre invitation. Alors, pour commencer un petit peu à répondre à cette question, je vais donner un peu un cadre général. En fait, pour moi, je pense que la lutte de classe est une forme de respiration normale du système capitaliste, hein, dans sa contradiction interne entre les nécessités du capital et puis son besoin de travail pour précisément produire de la plus-value. Dans le conflit entre la valeur d'échange et la valeur d'usage, évidemment, il y a un conflit entre les intérêts du capital et les intérêts du travail. Et ça, c'est d'une certaine façon la respiration, le fonctionnement normal du système du capital. Alors après, une fois qu'on a dit ça, en fait, on a quasiment rien dit, parce qu'il y a évidemment des modalités et des réalités qui sont complètement différentes et diverses, avec quelques points quand même de comparaison. Et je vais y passer très vite, parce que je pense que c'est plus intéressant qu'on passe ensuite à quelque chose de plus concret, mais quand même, il faut quand même rappeler que dans cette relation entre le capital et le travail, il y a une relation qui est déséquilibrée. C'est un des éléments qui est souvent utilisé pour nier la lutte de classe
à la fois et pour l'intensifier, c'est de considérer qu'il y a une égalité entre le capital et le travail, qu'il y a un contrat libre entre les travailleurs et l'entreprise, et que l'entreprise peut mettre fin au contrat de travail, mais c'est aussi le cas du travailleur, et finalement, il n'y a pas de rapport de domination. En fait, c'est évidemment l'inverse qui se passe, c'est que dans la relation entre capital et travail, il y a au départ un rapport de domination qui est très forte, parce que les moyens en fait du capital par rapport au travail sont beaucoup plus fortes que l'inverse. Bon, je passe rapidement là-dessus, mais c'est un élément qui est important parce que ça prouve que effectivement dans ce combat, le rôle central qui est celui de l'État dans cette lutte, eh bien, il est de deux ordres. Soit il est dans une version, disons, de rééquilibrage justement de ce déséquilibre, de cette domination du capital sur le travail, notamment, mais pas seulement par l'État social, mais dans cet État social, il faut mettre en place, il faut inclure non seulement la sécurité sociale, mais aussi des lois de protection, le code du travail, etc., qui rééquilibrent en fait cette domination naturelle du capital sur le travail. Donc ça, c'est la première option pour l'État. La deuxième option, c'est celle, au contraire, de renforcer cette domination du capital sur le travail. Et ça entraîne effectivement en fait toutes les variantes entre les deux, ces deux extrêmes, eh bien, constituent d'une certaine façon les différentes modalités du capitalisme, avec effectivement à chaque fois soit des grandes modalités, on va dire historiques, hein, il y a des grandes phases du capitalisme, et ensuite ces grandes phases sont déclinées en fait dans chaque région, dans chaque pays, selon justement le rôle qui est attribué à cet État dans le cadre du régime d'accumulation capitaliste. Donc, après cette introduction un peu pénible, j'en viens au fond de cette histoire, ce qui se passe en fait en ce moment. Pour le comprendre, je reviens un petit peu en arrière, puisque moi, la thèse que j'ai défendue, c'est qu'effectivement, on a eu en France, jusqu'au début du XXe siècle, un régime de domination du capital avec l'appui de l'État qui a été extrêmement violent, qui a été sans doute un des plus violents de l'histoire du capitalisme, et qui, effectivement, a entraîné une réaction après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les capitalistes français étaient affaiblis et qu'au contraire, le monde du travail était particulièrement bien organisé, avec la construction d'un État social fort. Bon, Christophe nous parlera sans doute, parce que c'est sa spécialité. Et cet État social, ce n'est pas une particularité française, hein, c'est en fait... ça s'inscrit dans un régime du capitalisme justement qui est issu de la crise de 1929 et de la Seconde Guerre mondiale, qui en fait fait que effectivement le capitalisme fonctionnant sur une domination du capital était un peu arrivé à l'épuisement avec la Première Guerre mondiale et la crise de 1929. Donc effectivement, la France entre dans cette réalité-là, un peu à rebours de son histoire capitaliste traditionnelle, qui va de la loi Le Chapelier jusqu'aux premières lois sociales au début du XXe siècle. Et ce qui se passe, c'est que ce régime d'État social qui se met en place dans les années 1945, 1950, un peu plus tard, etc., il va mieux résister, en fait, à partir des années 70, à la contre-révolution néolibérale qui se met en place un peu partout et qui va, pour le coup, dans certains pays, entraîner, enfin dans quasiment tous les pays développés, entraîner un retour en arrière sur cet État social. Un retour en arrière dont la fonction est simple, c'est de dire, eh bien, en fait, pour que l'économie fonctionne bien, il faut qu'il y ait plus d'accumulation, il faut que les riches soient plus riches, tout bêtement. Et en fait, eh bien, cette richesse des riches va redescendre sur l'ensemble de la population. C'est ce qu'on a appelé dans les années 80 la fameuse théorie du ruissellement, qui n'est pas une théorie comme on le sait, mais qui, en fait, tout en n'étant pas une théorie, en réalité, a inspiré
quasiment tous les gouvernements occidentaux à partir de la fin des années 70, voire même du milieu des années 70. L'idée étant très simple, étant qu'effectivement, en retirant en fait, des protections au monde du travail, en redonnant en fait, de la domination au capital, eh bien, on va réussir à améliorer le sort du monde du travail parce que le capital va investir, c'est le fameux théorème d'Helmut Schmidt, que le capital va faire du profit, va investir avec ce profit et va créer des emplois ensuite et que ces emplois permettront d'avoir la prospérité. Voilà. Donc ça, c'est le régime néolibéral qui naît dans les années 70 et qui est un mouvement, en fait, un contre-mouvement de guerre sociale où, effectivement, on attaque de front l'État social dans quasiment tous les pays du monde occidental. Alors, le cas de la France est pour moi un peu particulier parce que la France est soumise à ce régime-là, et on le sait tous, depuis le début des années, depuis la fin des années 70 et encore plus depuis le début des années 90. Il y a effectivement un mouvement de retour en arrière là-dessus, mais qui est beaucoup moins fort en tout cas jusqu'en 2010, qui est beaucoup moins fort que dans d'autres pays. Ça n'a effectivement rien à voir avec, par exemple, le Royaume-Uni, qui avait un État social extrêmement développé après la Seconde Guerre mondiale et qui a été complètement ravagé par la suite. Donc en France, on arrive à maintenir encore, on a réussi pendant de nombreuses années à maintenir une certaine redistribution, à réduire, même s'il y a toujours trop de pauvreté, à réduire un peu le niveau de pauvreté par rapport notamment aux autres. C'est le cas notamment dans certains pays scandinaves. La Suède, qui est souvent présentée comme un exemple, a eu un recul de son état social assez fort et une augmentation de sa pauvreté. En France, on a un petit peu stagné. Alors le prix à payer, ça a été effectivement qu'on a eu un PIB par habitant un peu moins fort que les autres, mais en revanche, on a réussi à maintenir un certain équilibre très fragile, très précaire. Et ce qui se passe à partir de 2010, selon moi, c'est qu'effectivement, on a une très forte réaction avec un monde du capital qui décide d'en finir avec cette voie moyenne. Si on voulait être un peu caricatural, on pourrait dire que d'une certaine façon, la France a eu une voie moyenne pendant les 30 Glorieuses, où on essayait de maintenir un certain équilibre justement entre l'État social et le libéralisme, et que cette voie moyenne s'est maintenue ensuite sous le néolibéralisme, mais dans un autre sens, où on a essayé de maintenir, voire de développer dans certains cas, l'État social contre la contre-révolution néolibérale générale. Mais à partir des années 2008-2010, avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir, on a d'une certaine façon une réaction contre cette voie moyenne et on décide d'aller plus fort et de mener ce que moi j'appelle la guerre sociale, c'est-à-dire effectivement de donner l'avantage au monde du capital contre le monde du travail. Alors après, on pourra discuter, si vous voulez, de ce que ça signifie, capital-travail, et en termes sociologiques, mais je pense que c'est intéressant de réfléchir de cette façon-là, parce que dans ce cadre-là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir une accélération avec d'abord la mise en coupe réglée du système de santé à partir de 2009, quand on regarde les ONDAM, les objectifs nationaux de dépenses d'assurance maladie, à partir de 2009, on voit qu'ils sont très faibles et ils sont respectés, voire sous-réalisés, c'est-à-dire qu'on fait encore moins de dépenses de santé que ce que autorise le budget, et que en fait, ces dépenses de santé sont déjà très inférieures à la tendance naturelle de ces dépenses. Et ça, en fait, aujourd'hui, on en voit les conséquences. Alors évidemment, une épidémie, on va me dire, une épidémie, c'est un cas exceptionnel, mais en fait, il y avait déjà une crise de l'hôpital bien avant de l'hôpital public, pardon, bien avant cette crise-là. Et c'est un des premiers piliers de l'État social qui est attaqué de front par cette contre-réaction néolibérale. Et puis ensuite, on a effectivement les grandes lois travail, la loi El Khomri, ensuite les ordonnances Macron, qui, là, attaquent le cœur du mécanisme de lutte de classe, c'est-à-dire qu'effectivement, on retire en fait des protections légales, institutionnelles, au travail face au capital. Et on considère
que effectivement le travailleur est un agent libre qui a affaire effectivement à un contrat avec un autre agent libre qui est son employeur, et que les deux sont sur un plan de quasi-égalité. Ça, c'est effectivement l'individualisation croissante du droit du travail, le fait qu'effectivement dans ces ordonnances, on ait la possibilité d'avoir recours à des référendums internes qui sont soumis effectivement à des pressions, le fait qu'on ait recours en fait au chantage à l'emploi, et on le voit aujourd'hui avec la crise, les fameux accords de compétitivité qui sont en fait des machines pour justifier d'une certaine façon le chantage à l'emploi, qui deviennent en fait des vraies politiques économiques. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que d'une certaine façon, on a un État qui progressivement change de nature et qui quitte son caractère d'équilibrage de la domination du capital pour se mettre du côté de la domination du capital et la renforcer. Et effectivement, ce qu'on a vécu depuis 2010 et encore plus depuis 2017, c'est bien ce mouvement en fait où l'État se plaque sur les intérêts du capital, considérés de son point de vue comme l'intérêt général, puisque effectivement ensuite le capital va investir, créer des emplois, etc., selon la méthode donc du ruissellement. Et effectivement, dans ce cadre-là, la réforme qui est la plus évidente, c'est la réforme de la fiscalité de 2018, où effectivement on décide, mais on pourrait parler du CICE, qui est aussi dans le même genre, mais c'est effectivement la réforme de la fiscalité de 2018, c'est la plus connue, puisque on va faire une redistribution à l'envers cette fois, c'est-à-dire qu'on va supprimer des éléments de progressivité très forte de l'impôt, soit parce qu'elle visait les revenus du capital précisément, c'est le cas de la flat tax, soit parce qu'elle visait le patrimoine accumulé, qui était l'ISF, et notamment le patrimoine financier accumulé. Donc effectivement, mécaniquement, c'est une réforme qui favorise les plus riches et qui, effectivement, creuse les inégalités. Et donc la France, qui n'avait pas été à l'abri du creusement des inégalités dans les années 70-80, mais où le creusement des inégalités avait été un petit peu moins fort qu'ailleurs, eh bien, depuis 2018, effectivement, est soumis à cette pression très forte des inégalités, avec une année 2018 qui, de ce point de vue, les derniers chiffres de l'INSEE le prouvent, s'annonce comme une des pires années en termes de creusement des inégalités dans ce pays. Alors après, on a la question évidemment de la crise actuelle, sur laquelle je vais finir rapidement. J'aurais dire un mot aussi de la question écologique, mais sur la crise actuelle, effectivement, on a eu un retour de l'État amortisseur. Mais c'est aussi, il faut bien comprendre que la crise, cette crise en tout cas, faisait que c'était quasiment impossible d'avoir une non-intervention de l'État. On est dans des niveaux d'effondrement du PIB qui font que sans action de l'État, on aurait eu effectivement un désastre qui n'aurait pas été que social, qui aurait été d'abord économique. Donc on a eu effectivement cette disons, action défensive de l'État pendant la crise, mais si on regarde un peu ce qui se passe depuis le déconfinement, depuis le mois de mai, on voit bien qu'on a un retour en arrière qui est très fort. C'est-à-dire que la position du gouvernement aujourd'hui, c'est de dire notre politique qui était celle depuis 2017, donc cette politique de creusement des inégalités et de ruissellement, même si évidemment il ne l'appelle pas comme ça, cette politique-là était la bonne politique, et donc on la reprend. Et donc effectivement, on utilise l'État pour faire cette redistribution à l'envers, pour redonner plus de pouvoir au capital face au travail. Et ça se voit effectivement dans le dernier projet de budget qui est en ce moment en discussion à l'Assemblée, avec la baisse de l'imposition sur les entreprises, à la fois l'impôt sur la production et taux d'impôt sur les sociétés. La très faible enveloppe qui est réservée aux très précaires et aux personnes en difficulté, et surtout
le fait que l'on considère que les ordonnances Macron et la loi de 2016 sur le droit du travail sont des lois qui sont parfaites en régime d'augmentation du chômage pour favoriser bien la reprise de l'emploi. Et donc, en fait, voire même parfois, on en rajoute encore, notamment avec le projet d'activité partielle de longue durée, hein, qui est soumise en fait à des accords d'entreprise qui se mettent d'accord sur des niveaux d'emploi maximal, donc sur en fait des licenciements et souvent accompagné de baisse de la rémunération horaire, d'augmentation du temps de travail, etc. Donc il y a en fait une reprise en fait de ce mouvement-là. Donc je suis déjà en retard, donc je vais m'arrêter là, mais si vous voulez, on pourra reparler ensuite de la question, du rapport avec la question écologique. Mais voilà, merci beaucoup. Merci. Donc nous allons maintenant donner la parole à Marie-Laure Sall-Jeklik, qui dirige l'Institut international l'Institut d'études internationales et du développement à Genève, qui a collaboré à un ouvrage sur le progrès social, un manifeste pour le progrès social qui est paru l'année dernière, toujours aux éditions de la Différence, et auquel on va poser la question de son point de vue. Est-ce que l'entreprise, c'est un lieu de coopération ou un lieu de confrontation? Est-ce que les intérêts des actionnaires coïncident ou non avec les intérêts des salariés et avec l'intérêt général? Merci beaucoup Henri, désolée d'être à distance, mais je reviens juste de Suisse et j'ai été personne contact, donc c'est la raison pour laquelle je reste chez moi pour éviter toute possibilité de contamination éventuelle. Alors j'ai beaucoup aimé le titre de cette séance, de cette session, donc je vais rester vraiment plutôt dans cette question finalement de la lutte des classes, et je vais partir donc d'une proposition qui va peut-être paraître un petit peu ferme et un petit peu forte, mais bon, je vais essayer d'ensuite développer, qui est qu'on peut en fait proposer qu'à partir des années 70, un modèle de capitalisme assez particulier né aux États-Unis et qui depuis est devenu dominant, a en fait inscrit la lutte des classes dans sa constitution, en affirmant comme mantra structurante la théorie de la valeur actionnariale que vous avez mentionné rapidement tout à l'heure, Henri. Alors, qu'est-ce que cette théorie? Qu'est-ce qu'elle dit? Donc, tentative de la résumer en très peu de mots. Elle part en fait de deux hypothèses assez simplistes et réductrices, et parfois même on peut les qualifier de fausses. La première hypothèse est une hypothèse sur la nature humaine, où en fait l'avidité serait donc notre seul moteur commun et le moteur dominant de tout un chacun. Et la deuxième hypothèse, et c'est là qu'un certain nombre de juristes et d'économistes ont bien montré le côté très problématique de cette deuxième hypothèse, voire des faux de cette deuxième hypothèse, et que l'entreprise, et particulièrement l'entreprise société anonyme, hein, parce que c'est en fait souvent de ce genre d'entreprise-là dont on parle, appartiendrait en fait aux porteurs de capital, en l'occurrence donc aux actionnaires, ces porteurs de capital étant la clé de la dynamique capitaliste et donc de la dynamique de croissance. À partir de là, hein, une fois qu'on a posé ces deux hypothèses, que la conclusion théorique qui est tirée, c'est qu'il faut donc que l'entreprise soit un outil de maximisation de la valeur financière créée pour ce porteur, cet apporteur de capital, ou ces porteurs, ces apporteurs de capital, ou comme le formulait de manière assez provocante Milton Friedman, l'un des pères fondateurs de cette théorie, dans un texte que vous connaissez évidemment tous de 1970, la responsabilité sociale du business, et j'utilise le terme anglais parce qu'en fait en français on traduit par l'entreprise, mais en fait la meilleure traduction de business ici tel qu'il est utilisé par Friedman, c'est vraiment la classe capitaliste, celle qui porte ou apporte le capital, les actionnaires donc. Donc, je reformule, la responsabilité sociale du business est de maximiser ses profits. La logique pour utiliser cette appropriation, elle a été mentionnée déjà
par Henri aussi, c'est une logique qui ressort quand même un petit peu de ce que certains avaient appelé le voodoo economics au temps de Reagan, hein, si vous vous souvenez de ça. Ronald Reagan étant bien sûr un acteur clé de l'institutionnalisation de cette vision du monde, et je reviendrai là-dessus dans un instant. Donc par cet effet d'abracadabra, plus sérieusement appelé parfois la main invisible du marché, on a un mécanisme qui transforme la vie individuelle de quelques-uns auquel on laisserait finalement libre cours en un bien commun et en maximisation de la valeur pour tous. Donc, ça a été déjà un petit peu exploré par Henri tout à l'heure. Et donc, fameuse théorie du ruissellement, et comme ça a déjà été dit juste avant, bien sûr, ce ruissellement qu'on est toujours quand même un petit peu, qu'on attend toujours un petit peu. Alors, comment cette théorie a fini par finalement devenir la mantra structurante de notre capitalisme? Alors évidemment, ça ne s'est pas fait en un jour, ça ne s'est pas fait en un seul mouvement, on va dire. Mais je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que c'est vraiment un processus politique, hein, au sens vraiment fort du terme. Parce qu'au départ, en fait, on a quand même un mouvement d'idées qui est porté par un tout petit nombre d'acteurs, plutôt marginaux, les pères de ce fameux néolibéralisme dont on a parlé, hein, qui sont, on va simplifier l'histoire en disant essentiellement la société du Mont Pèlerin, Hayek, etc. Et autour de la société du Mont Pèlerin, une nuée de think tanks qui commence à émerger à partir des années 50, et je revenir éventuellement plus en détail sur ça dans la discussion. Donc dans ce cadre-là, on a dès les années 50 en fait, hein, les années 50-60, on a un travail de formalisation, de diffusion, d'inscription et de légitimation intellectuelle de ces idées-là, d'influence, hein, comme ils le définissent eux-mêmes en fait, un mouvement qui est puissant, bien financé et bien structuré. Et ce mouvement de diffusion, il va atteindre très fortement les universités, en particulier les départements d'économie, en commençant évidemment par le département d'économie de Chicago, mais pas que. Il va atteindre de manière très radicale et très forte les business schools à partir des années 60 et 70. Il va atteindre aussi indirectement à travers l'afflux de PhD en économie de l'Université de Chicago, entre autres, les organisations internationales, hein, avec la fameuse Washington Consensus sur lequel aujourd'hui, avec lequel le FMI et autres prennent aujourd'hui leur distance, mais qui à l'époque était quand même très très prégnant. Il va même atteindre en fait le fameux prix Nobel, qui n'en est pas un, puisque en fait le prix Nobel d'économie est en fait un prix qui a été créé dans les années 60 et dans lesquels cette équipe dont je viens de parler a joué un rôle très très puissant, et que ce faux prix Nobel en fait rattaché à la tradition Nobel par des moyens assez intelligents a permis de créer un système de légitimation, et en particulier a permis de créer un système de légitimation de tout un groupe d'économistes néolibéraux. Quand on regarde en fait les prix Nobel des années 70 et 80, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une longue liste du who is who néolibéral de la société Mont Pèlerin qui a obtenu ce prix Nobel dans ces années-là. Donc un travail vraiment politique, intellectuel, d'inscription des idées, d'influence. Et donc j'ai mentionné, et c'est très important, le rôle des think tanks, hein, qui étaient très peu nombreux dans les années 50 et qui aujourd'hui représentent vraiment une écologie très dense, très structurée, avec des organisateurs, des hubs en fait de ces think tanks qui les font travailler en commun au niveau vraiment international. Donc on voit aussi déjà une dimension importante, c'est non seulement la structuration de tout ça dans les pays anglo-saxons, en Angleterre et aux États-Unis, mais aussi très très vite en fait une dimension très internationale, transnationale de cette diffusion des idées qui finira par toucher, et on le voit à partir des années 90, l'État, hein, très directement à travers ce qu'on appelle le New Public Management
management et tous ses dérivés. Donc ces idées-là sont diffusées vers l'État, vers les écoles de gouvernance, vers Sciences Po, etc. Un certain nombre d'écoles clés, l'ENA aussi, formant les futurs décideurs politiques et étatiques et hauts fonctionnaires de notre pays comme d'autres. Alors évidemment, on a, au-delà de ces mécanismes, qui sont des mécanismes de diffusion et d'institutionnalisation des idées, on a des fenêtres géopolitiques et politiques qui sont très importantes. On en a deux. On a la remise en cause du keynésianisme dans les années 70, la crise du pétrole, etc., et l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan, sans oublier Pinochet, qui a été quand même avant Thatcher et Reagan, le premier à inviter l'école de Chicago à mettre en place en fait sa politique au cœur de l'économie chilienne. On a donc ce moment-là qui est un moment très fort, puisque les deux pays dominants, encore très très puissants de l'Occident à l'époque, vont du jour au lendemain passer non plus simplement à des idées, mais à des actions pour mettre en place ces idées. Et puis évidemment, le deuxième moment géopolitique très important, c'est la fin de la guerre froide, c'est la mort, entre guillemets, du communisme, le triomphe du capitalisme qui va vraiment ouvrir la porte à la diffusion, à l'internationalisation, la transnationalisation de ces idées et les fameuses années Wall Street, et l'internationalisation de la finance, de l'entreprise, etc., qui va suivre. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est qu'en fait, tout ce travail, il a permis d'inscrire en fait au cœur non seulement des systèmes, des systèmes comptables, des systèmes stratégiques, des systèmes de management, des systèmes de gestion RH même, cette vision que l'entreprise doit avant tout maximiser la valeur pour l'actionnaire, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc, on a vraiment l'inscription là, très clairement de cette lutte des classes, puisque finalement, l'entreprise devient l'outil du capital. C'est quand même très, très clair. Et de manière aussi importante, l'inscription au cœur des théories qui vont former des générations de managers. Et donc là, évidemment, les business schools en particulier, mais pas seulement, comme je l'ai mentionné, les governance schools, les écoles qui forment donc les fonctionnaires et les politiciens ont aussi joué un rôle de transmission et d'acculturation de toute une génération, de plusieurs générations avec cette vision-là du monde. L'internationalisation, donc tout ça se fait dans le contexte évidemment de la mondialisation, de la globalisation. Donc ce dont je parle vraiment, il faut le penser à la fois comme un processus qui diffuse du cœur du capitalisme américain vers le reste du monde, mais qui diffuse aussi de l'entreprise vers le reste de la société. J'ai mentionné l'État, mais évidemment, on sait que les mêmes dynamiques ont été développées et touchent maintenant aujourd'hui très fortement des secteurs comme la santé, avec les conséquences qu'on a pu voir au printemps dernier, des secteurs comme l'éducation, des secteurs comme le sport, etc., etc. Donc, on a vraiment une diffusion multidimensionnelle et une institutionnalisation multidimensionnelle. Donc, quelles conséquences pour la lutte des classes? J'en viens au point finalement un peu important de cette table ronde. Eh bien, une conséquence importante finalement, c'est qu'on a une idéologie qui s'est travestie en projet scientifique. Et donc, à travers ça, il y a eu une neutralisation de cette idéologie. Et cette idéologie travestie en projet scientifique a justifié et légitimé une appropriation de la valeur créée par l'entreprise en faveur quasi uniquement du capital et des porteurs de ce capital. Et donc, dans une logique de jeu à somme nulle, bien sûr, on est vraiment dans une logique de jeu à somme nulle, tout ceci s'est fait au détriment des apporteurs de travail, entre autres, pas que, mais en particulier des apporteurs de travail. Avec le petit élément intéressant pour donner un peu un exemple, pour rendre ça un peu plus charnel, donner un peu plus de chair à ça, c'est-à-dire que les apporteurs de travail, c'est à peu près tout le monde ici, donc y compris en théorie les cadres dirigeants, qui sont les employés de l'entreprise, sauf que là, on a eu un petit mécanisme assez intéressant qui s'appelle les stock options,
qui sont un mécanisme qui permettait, et là aussi on a une théorie importante qui est la théorie de l'agence, qui va avec la théorie de la valeur actionnariale et la théorie du ruissellement. Cette théorie de l'agence dit donc toujours pareil que nous sommes tous opportunistes et que nous avons tous pour objectif de maximiser notre propre, la propre valeur financière que nous pouvons obtenir. À partir de là, des dirigeants qui sont censés être les agents des principals, en fait. La théorie de l'agence différencie donc les principals qui sont les actionnaires, donc le capital, et les agents ici des managers. Ces cadres dirigeants qui sont censés maximiser la valeur pour ces actionnaires, pour leurs principals, ne vont pas le faire spontanément, ou en tout cas vont le faire peut-être avec un peu d'opportunisme, en essayant d'en mettre un peu de côté pour eux-mêmes. Donc, pour limiter cet opportunisme, on met en place ces stock options qui, de facto, transforment les cadres dirigeants des grandes entreprises en actionnaires. Et du coup, il faut faire qu'on va avoir un alignement des intérêts des cadres dirigeants avec l'intérêt des actionnaires, qui va donc permettre que l'entreprise tout entière se dirige uniquement dans cette direction. Donc on voit bien, là, je crois que ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ces entreprises représentant quand même aujourd'hui, ces très grandes entreprises, évidemment on parle vraiment surtout ici des sociétés anonymes et des très grandes entreprises, représentant quand même une part importante de nos économies, une part importante aussi de la production de valeur de nos économies. On voit bien le mécanisme qui un des mécanismes, pas le seul, mais un mécanisme important par lequel sont nées ces fameuses inégalités, ou en tout cas l'augmentation des inégalités qui a été mentionnée juste avant, sur ces 40 dernières années. On est vraiment sur la même temporalité. Donc, cette dynamique à l'origine de l'augmentation radicale des dernières décennies, des inégalités des dernières décennies. Et ces inégalités, on le sait, ont des conséquences qui vont bien au-delà de la répartition de la valeur économique et financière. On l'a vu dans la crise du Covid de manière très, très aiguë. Elles ont des conséquences sociales, en termes de santé, en termes d'éducation, qui ont été bien sûr rendues encore plus aiguës par ce qui a été expliqué auparavant, c'est-à-dire qu'en parallèle de tout ça, en effet, les logiques de redistribution ont été affaiblies dans la plupart des pays, y compris celles où elles étaient importantes dans les années 50, et certains des moyens de l'État-providence ont été privatisés ou redirigés à travers des public-private partnerships ou autres mécanismes vers des logiques en fait qui sont les mêmes logiques que celles dont je parle depuis tout à l'heure. Donc oui, concrètement, je pense qu'en effet, on peut dire que l'entreprise, en tout cas l'entreprise qui est structurée par la théorie de la valeur actionnariale, a été et reste encore souvent un lieu clé où se joue la lutte des classes, ou plutôt un lieu où cette lutte des classes s'invisibilise. Et je vais peut-être m'arrêter là parce que je pense que c'était un petit peu long aussi, et je pourrais revenir évidemment un peu plus tard sur la question importante de est-ce que ça change et jusqu'où ça change. Merci. Donc nous allons maintenant avoir l'intervention de Christophe Rameau. Christophe Rameau est maître de conférence à l'Université de Paris. Il a écrit un ouvrage sur l'État social et il a collaboré à de nombreux ouvrages des économistes atterrés. Très bien, merci beaucoup. Donc d'abord, pour commencer, le guerre des classes, guerre sociale, chacun a remarqué qu'il y a un petit parfum socialiste, marxiste dans l'intitulé même de ce et voilà. Et donc pour partir de là, est-ce que les classes sociales existent? Oui. Voilà, récemment une étude du centre d'études. Alors il y a un deuxième E, là je sais plus, de l'emploi, enfin bref, et du travail, qui nous montre que à l'heure actuelle en France, il y a toujours 47% des gens qui travaillent qui sont ouvriers et employés au sens strict du terme. Voilà. Après, il y a les professions intermédiaires, très bien. Les professions intermédiaires, ce sont les infirmières, les professeurs des écoles, les techniciens. Bon, les cadres ne représentent moins de 20% de la population. Ça a augmenté, ça a doublé depuis les années 70. Mais enfin, dans les cadres, il faut savoir qu'on met notamment tous les professeurs du secondaire. Voilà, donc qui dit cadre ne dit pas cadre dirigeant. Donc les classes, elles continuent à exister. Est-ce que l'exploitation existe toujours? Mon point de vue, oui. Je pense que de ce point de vue-là,
je demeure un économiste marxiste. Je pense que l'analyse de Marx sur l'exploitation, c'est l'idée que, ben voilà, il y a les capitalistes embauchent des travailleurs, ils utilisent cette force de travail, voilà, puis leur profit provient fondamentalement d'une différence entre le produit du travail et la valeur de la force de travail, le salaire entendu au sens large. Ça me paraît juste. Bon, les deux intervenants précédents ont bien évoqué le fait qu'il faut vraiment être un économiste, comment dire, vulgaire, pour ne pas dire plus, pour considérer que la hausse faramineuse des salaires des hauts dirigeants des grandes entreprises correspond à une augmentation de leur productivité marginale du travail. Ce que nous racontent certains économistes néoclassiques, c'est pas, c'est vulgaire. Bon, donc il y a toujours des classes, il y a toujours d'exploitation. Le problème, pour continuer sur Marx, c'est que pendant près de 2 siècles, le débat économique, le débat politique, partout, le principal débat, c'était entre ceux qui, d'un côté, croyaient au socialisme ou au communisme, peu importe les termes qu'on utilisait, et ceux qui n'y croyaient pas. C'était ça le débat. Bon. Et ce débat a été tranché, d'une certaine façon, en 1989. Et moi, dans ce débat, je faisais partie du premier camp, avec, j'imagine, le reste de l'Assemblée ici. Mais il faut savoir tirer des leçons. C'est-à-dire que le projet marxiste, qui consistait à dire, projet socialiste en général, qui consistait à se dire, voilà, le capitalisme, c'est inégalitaire, c'est injuste, très bien. Bon. Et il va falloir remplacer ce système en prenant appui sur les travailleurs associés au sein des entreprises, au sein de la fabrique. Et ces travailleurs associés coopérant entre eux vont un jour s'apercevoir que les capitalistes sont parasitaires, et donc on va les virer. Et puis on va reconstruire l'ensemble de la société sur cette base-là, les travailleurs librement associés dans les entreprises. Et on n'aura plus besoin de pouvoir, plus besoin d'État, le dépérissement de l'État. Ce projet, eh bien, finalement, il s'est avéré erroné. Il s'est avéré erroné. Quand on a rompu avec le capitalisme, on s'est rendu compte qu'il y avait une impasse chez Marx. On ne peut pas tout faire dans la vie. Marx n'avait pas pensé la question de l'État, du politique, de la démocratie. Voilà. Et donc, quand on refoule une question, elle vous revient généralement, vous voyez ce que je veux dire, dans la figure de façon assez violente. Et bon, vous n'avez pas besoin de faire un grand dessin pour comprendre que dans les sociétés dites communistes, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'État n'avait pas dépéri. C'est un euphémisme. Mais plus fondamentalement, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le capitalisme, d'un certain point de vue, ça a été évoqué à juste titre par les deux intervenants précédents, est plus brutal que précédemment. Mais la riposte, de toute évidence, elle n'est pas principalement liée au fait que les travailleurs dans les entreprises sont dans des logiques autogestionnaires, où ils veulent reprendre le pouvoir dans les entreprises, gérer eux-mêmes les entreprises, etc. Même si tout ça existe, le mouvement coopératif. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas un mouvement puissant des travailleurs aspirant à reprendre le pouvoir dans les entreprises. Et donc, la question qui se pose, c'est, partant de là, est-ce que le capitalisme est sans rival, pour utiliser le terme d'un ouvrage qui vient de paraître là, de Branko Milanovic. C'est la thèse que défend cet auteur-là. Et donc, la conclusion à laquelle il arrive, c'est que pour que le capitalisme soit plus égalitaire, il faut taxer les héritages et puis donner à tous une dotation en capital à peu près égalitaire. Bon, voilà son projet. Ça me paraît, de mon point de vue, un peu court. Et surtout, je ne suis pas d'accord sur le fond. Je pense qu'il y a toujours des rivaux du capitalisme. Et on a toujours les ressources pour contester le capitalisme. Quand je dis contester le capitalisme, c'est pas contester le fait qu'il y a besoin d'initiatives privées, de marché, de concurrence. Ça, maintenant, tout le monde est d'accord, y compris les marxistes aujourd'hui. Voilà, ils raisonnent en termes de socialisme avec du marché. Donc, très bien. Donc ça, je dirais que l'histoire, là, de ce point de vue-là, est passée. L'initiative privée, la concurrence, tout ça, à l'évidence, ça peut évidemment avoir du bon. C'est la part de vérité qu'il faut reconnaître aux libéraux, je pense. Bon, la question, là où il faut s'opposer aux libéraux, de mon point de vue, c'est dans le fait qu'ils laissent entendre que la recherche par chacun de son intérêt personnel, égoïste, tout ça conduit à satisfaire l'intérêt général. Non. Dans la fameuse phrase de Smith, la recherche par chacun de son intérêt personnel, égoïste, conduit chacun à se spécialiser là où il excelle. Et puis finalement, ça permet d'augmenter la richesse globale et ça profite à tous. Il y a deux problèmes. D'abord, la recherche par chacun de son intérêt personnel, égoïste, conduit chacun à se spécialiser là où il excelle. Ah oui, mais si tout le monde n'a pas de boulot. Premier problème, le chômage, le sous-emploi. Un premier grand problème du capitalisme. Qu'est-ce que c'est que ce système soi-disant efficace et qui fait coexister régulièrement des besoins, d'immenses besoins sociaux insatisfaits
et puis des travailleurs qui seraient prêts à travailler pour les satisfaire. Il n'arrive pas à faire correspondre les deux. C'est quand même une marque d'inefficacité terrible. Et puis, le fait que l'augmentation de la richesse globale profite à tous, je ne vous fais pas un grand dessin. Hein. Tout le monde aura remarqué que ces dernières décennies, eh bien, il y a eu un creusement absolument faramineux des inégalités. Alors, quels sont les deux principaux rivaux du capitalisme? De mon point de vue, il y en a. C'est quoi? C'est premièrement la démocratie, la République. Et puis deuxièmement, l'État social. Je pense que c'est ça les deux principaux leviers sur lesquels on peut prendre appui pour remettre en cause la domination du capital, pas l'existence même de l'initiative, mais la domination du capital. Et comment dire? Alors sur la démocratie, je pense que la démocratie, il faut l'entendre au sens fort, dans le sens républicain. Les démocraties, ce n'est pas simplement la liberté de penser, de s'associer, etc. Très bien. Non, la démocratie, et là je reprends les travaux de Marcel Gauchet qui me semblent extrêmement radicaux sur le fond, contrairement à ce qu'on peut dire certains, la démocratie, elle a deux volets. Elle a un volet libéral, bien entendu, liberté de penser, de s'associer, très bien, mais elle a aussi un volet proprement républicain qui n'est pas libéral, qui est l'idée que ce qui va fonder l'organisation politique des sociétés, c'est le fait que les citoyens soient placés sur un pied d'égalité, que sur cette base-là, un strict plan d'égalité. Donc là, on a bien une dimension anticapitaliste. Le principe de la République, c'est on ne compte que pour un. D'accord? On ne compte pas pour 1 milliard, pour 1 million, pour je ne sais pas quoi. Non, on ne compte que pour un. Alors, dans la logique du capital, il est tout à fait légitime de compter pour 1 million, pour 1 milliard de plus qu'autrui. Eh bien, donc, deuxième volet républicain, les citoyens placés sur un strict plan d'égalité élisent des représentants qui font la loi qui s'applique à tous, y compris à ceux qui ne sont pas d'accord. Et là, il y a une dimension illibérale, si je puis dire, mais qui est légitime. Et c'est pour ça que les partisans du libéralisme politique ont souvent été réticents. Les réticences de Benjamin Constant, de Tocqueville, par rapport au suffrage universel. Bon. Donc, premier volet, la démocratie. Et, comment dire, et cette démocratie, elle est toujours là. Je pense qu'il y a, pour chauffer un peu entre nous, je pense qu'il y a, dans une certaine gauche, une attitude qui est une attitude ou dans la critique en général, une attitude de la déploration. Le soleil, pendant longtemps, ça a été le socialisme et le communisme. 1989 est passé par là. Et donc, comme on n'a plus ce soleil, eh bien, quelque part, on n'a plus que la déploration. On a tendance à charger la barque. Là, quand je dis la déploration, c'est d'un pessimisme, où on a tendance à charger la barque. C'est-à-dire, à défaut d'avoir des outils d'alternative, eh bien, il ne reste plus en quelque sorte que la dénonciation, etc. Et quand je dis on charge la barque, c'est sur tous les domaines. Il y a des problèmes démocratiques, mais il y a des réels problèmes démocratiques en France comme ailleurs. Enfin, je vous assure qu'on n'est pas dans des États totalitaires. D'accord ? Il faut garder le sens de la mesure, le sens des mots. Sinon, on ne pourra plus avoir de mots pour dénoncer quand il y aura vraiment des tentations totalitaires extrêmement fortes. Il y a des dérives autoritaires qui existent, bien entendu, qu'il faut dénoncer. Mais enfin, on n'est pas dans des États, on n'est pas dans le fascisme, etc. Donc je pense que tant sur le domaine politique que dans le domaine économique, il y a une attitude de déploration. Déploration qui consiste à dire il y a des remises en cause réelles de l'État social, je vais y revenir. Mais est-ce qu'à chaque fois qu'il y a des remises en cause, il faut dire « Ah bah tiens, il n'y a plus d'État social, il n'y a plus de protection sociale, il n'y a plus de service public, tout ça c'est du passé ». Je pense que c'est une impasse complète. Donc, premier volet, pour prendre la contre-offensive, la démocratie. Deuxième volet, l'État social, justement. Et les deux sont liés. Les deux sont liés dans... Comment dire? Et je pense d'ailleurs que l'un des projets que nous devrions avoir, c'est ce sur quoi j'essaie de travailler, c'est de relier ces deux sphères. Celle de la démocratie, de la République, et celle de l'économie. C'est quand même assez étonnant qu'on n'ait jamais pensé, en quelque sorte, à relier ces deux sphères. Chacun s'accorde à dire que la démocratie et la République, c'est très important. Tout le monde est d'accord là-dessus. Chacun s'accorde à dire que l'économie, c'est une sphère importante. Et pourtant, on n'a jamais pensé, en quelque sorte, à relier les deux. Quand vous tapez sur un moteur de recherche « économie républicaine », vous avez des travaux sur l'économie sous la Révolution française ou sous la Troisième République. Point barre. J'exagère à peine, on n'a pas rallié. Eh bien, je pense que le projet que nous devons avoir pour reconstruire un projet d'émancipation en prenant le meilleur de l'héritage socialiste ou communiste, peu importe les termes qu'on utilise, c'est de creuser ce sillon de l'économie républicaine. Mais ça passe par le fait de considérer que la démocratie, c'est un levier extrêmement important. Et le deuxième point, c'est que l'État social, c'est un levier toujours très important. Et là, pour faire débat avec Romaric, on a déjà eu un peu à d'autres moments ce débat, je ne suis pas d'accord pour dire que
le néolibéralisme a en quelque sorte fait changer complètement la nature de l'État. Non, je ne suis pas d'accord. Hein. Je suis d'accord pour dire que le néolibéralisme, et là je reprends y compris les deux intervenants, hein, y compris ce que disait Marie-Laure précédemment, bien entendu que le néolibéralisme, c'est y compris de mettre l'État au service du capital. Donc on est d'accord, et donc on pourrait faire la liste, la financiarisation, le libre-échange, l'austérité salariale, la privatisation des entreprises publiques, la contre-révolution fiscale, tout ça, on a bien changé de modèle économique. Hein, on est passé d'un capitalisme, je sais pas, keynésien ou bon, peu importe, à un capitalisme néolibéral, d'accord. Mais ce n'est pas toute l'économie, ce n'est pas toute la société. L'État social est toujours là, néanmoins. Il a reculé, bien entendu. Hein. Il a reculé sur les volets que je viens de dire, finances libéralisées, libre-échange, etc., qui mettent en jeu des éléments de politique économique. Mais quand on regarde précisément les chiffres, matière de services publics. Les services publics, il y a toujours 22% des gens qui travaillent en France qui travaillent dans les administrations publiques. C'est exactement le même chiffre qu'il y a 40 ans. Alors, c'est pas bien, parce que ça aurait dû augmenter. Hein, parce qu'on a besoin de plus d'éducation, plus de santé, plus de culture. Donc, c'est pas bien. Mais enfin, on ne peut pas dire que les services publics aient disparu. Autre élément, autre chiffre qui est très peu connu. Hein. Ce qui est étonnant sur l'État social, c'est que c'est la véritable révolution économique de notre société, on n'en a pas la théorie. Parce que le marxisme, quelque part, et là je suis critique vis-à-vis du marxisme, nous a empêchés de penser cette véritable révolution de l'État social. L'État social, c'est pas simplement une dimension antilibérale, Romaric, c'est une dimension anticapitaliste. Il y a des sphères entières d'activité qui échappent au capital, les services publics et la protection sociale. Et quand on additionne les deux, il faut savoir qu'en France aujourd'hui, en 2019, avant même la crise, hein, quand on additionne les prestations sociales en espèces, retraites, etc., allocations chômage, allocations familiales, et la consommation de services publics, eh bien, il faut savoir que la somme de tout ça, c'est supérieur, vous m'entendez bien, supérieur au revenu direct du travail. C'est-à-dire à la somme des salaires nets que touchent les salariés, et on met dedans, et j'ajoute, tous les revenus mixtes des entrepreneurs individuels. C'est colossal, et c'est plus élevé qu'il y a 40 ans. Hein, la socialisation a progressé, hein, en un sens. Donc on ne peut pas dire que ça n'existe plus. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des remises en cause, des services publics, etc. Mais bien sûr, mais attention à une posture de la part d'une certaine tradition critique qui a été incapable de penser l'État social, de même qu'elle était incapable de penser la démocratie, et pour qui, en quelque sorte, le néolibéralisme a du bon. Parce que ça permet d'en revenir à un vieux discours sur le thème, oui, c'est vrai que cet État social, là, au fond de la pensée marxiste, il y avait l'idée que l'État est en dernier ressort au service du capital. Quand je dis marxiste, c'est valable chez les libertaires et compagnie, d'accord ? Bon. Et donc, vous avez bien compris que si vous avez ça en tête, vous ne pouvez pas penser le caractère anticapitaliste de l'État social. Bon. Or, moi, mon point de vue, c'est de dire que l'État, il y a bien entendu une partie qui est au service du capital. Il ne s'agit pas de nier cela. Mais pour mettre l'accent là où ça gratte entre nous, je pense que voilà, il y a une certaine tradition qui a été incapable de penser l'État et pour qui, donc je reviens, le néolibéralisme a du bon, ça permet d'en revenir à un vieux discours sur le thème « Ouais, ben l'État, aujourd'hui, c'est qu'un État bourgeois ». Bon, ben, je pense que c'est une impasse complète. Hein, pour te citer, je ne sais pas si je retrouvais, hein, Romaric, quand tu dis... page 216 de ton ouvrage, la République et la démocratie deviennent, dans le contexte de progression du néolibéralisme, des instruments inopérants. Je pense que nous ne sommes pas d'accord. Il faut du débat. Bon, alors maintenant, deux derniers volets très rapidement. Là, est-ce que l'État social reste d'actualité avec la mondialisation, d'une part, et avec l'écologie, d'autre part? Mondialisation, je pense que là-dessus, même chose. Il va vraiment falloir, tourner des pages. Face à la mondialisation, il y a une certaine tradition critique qui n'aime pas l'État, qui n'aime pas la nation, qui associe la nation au racisme. Et Romaric, dans ton livre, tu es dans cette pente. Et donc, pour qui l'alternative à la mondialisation, c'était l'altermondialisme. Hein, c'était d'essayer de construire une mondialisation heureuse, en quelque sorte. Hein, pas en disant qu'elle l'était actuellement, mais voilà. Bon, je pense que c'est une impasse complète. Je pense que c'est une impasse complète. Ça nous a conduit à Trump au pouvoir. J'ai beaucoup aimé les ouvrages de Thomas Frank. Pourquoi les riches votent à gauche et pourquoi les pauvres votent à droite. Et on retrouve, dans une autre forme, Thomas Piketty, à très près bien d'autres, nous dit que, même s'il n'a pas du tout les mêmes conclusions que Thomas Frank, mais enfin, aujourd'hui, il y a plein de travaux qui nous montrent que la gauche, qui était le parti des classes populaires, est devenue le parti des diplômés. D'accord ? Bon. Et ça, c'est une impasse complète. Et l'une des raisons, c'est ce désintéressement
de l'État, de la nation, de l'appartenance nationale, non pas dans un sens raciste, au contraire, mais il faut opposer une conception républicaine de la nation pour lutter contre les racistes. Hein. Mais il ne faut pas avoir le même schéma intellectuel, en quelque sorte, de la nation que le Front National. Hein, si on associe nation au racisme, bah, c'est sûr qu'on n'aime pas la nation. Hein, mais on reste prisonnier du schéma, quelque part, du Front National. On est souvent prisonnier du schéma intellectuel de ceux qu'on combat, mais ça conduit à des impasses complexes. Donc, mondialisation pour, comment dire, faire face, hein, pour construire un monde plus égalitaire, plus juste, plus écologique, il faut réhabiliter les nations. Il faut démondialiser. Hein, il ne s'agit pas... Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des politiques internationales, mais il faut démondialiser, ça pose plein de problèmes. Le pouvoir des firmes multinationales, hein, qui a été évoqué juste avant par Marie-Laure. Comment on déconstruit ce pouvoir? Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a des travaux là-dessus. Hein, comment démanteler, notamment, par exemple, les GAFA. Il faut savoir que Joe Biden, en un sens, a compris l'échec d'Hillary Clinton avant. Il faut savoir que dans le programme de Joe Biden, hein, il y a des parties entières qui s'appellent « Consommer américain, produisons aux États-Unis ». D'accord, hein. Et même en France, d'ailleurs, regardez, les choses changent. Hein, voilà, donc, quand Georges Marchais disait « produisons français », en 1980, tout le monde l'a traité de raciste. Bah, aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose qu'on entend. Bon, donc je pense qu'il faut sortir de l'idée que les frontières, hein, je sais que à Mediapart, on n'aime pas trop les frontières, si je puis dire. Bon, on a tous des défauts. Là, je pense qu'il y a un travail à faire, hein, bon, sur l'écologie. Bah, sur l'écologie, je pense que l'écologie, c'est ce qui est au cœur de la démocratie, au sens fort du volet républicain et de l'État social, c'est l'idée que le tout n'est pas réductible au jeu des partis. C'est l'idée que l'intérêt général, contrairement à ce que disent les libéraux, contrairement à ce que disent les partisans du libéralisme économique et du libéralisme politique, dans un sens étroit. Hein. Chez les partisans du libéralisme, il y a l'idée que le tout est réductible au jeu des partis. Eh bien, le point de vue de défense de la République, du projet républicain et de l'État social, ça consiste à dire que le tout n'est pas réductible au jeu des partis. Il est en partie. Il faut laisser la société respirer, il faut des initiatives privées, individuelles, etc. Mais il y a une part de l'intérêt général qui n'est pas réductible au parti, et donc qui a besoin d'intervention publique. Je termine sur un point. La lutte des classes, elle existe. Mais le problème qu'il y avait dans le projet marxiste, et dans d'autres projets d'émancipation, quand vous posez la question à un marxiste, ou un anarchiste, un libertaire, bon, est-ce que l'intérêt général existe? Mais il est toujours embêté. Quand vous posez la question à un libéral, s'il n'est pas bête, il n'a pas de raison qu'il soit bête, il vous dit bien sûr que l'intérêt général existe. Il est réductible au jeu des intérêts particuliers. Il donne une réponse à cette question. Quand vous posez la question à un marxiste, un libertaire, à plein de gens qui sont dans une posture critique, ben c'est quand même ils sont embêtés. Ils vous disent, en espérant que le micro soit coupé, on dit, oui, mais enfin, derrière l'intérêt général, en fait, derrière l'invocation de l'intérêt général, il y a en fait la défense des dominants. Ben oui, mais bien sûr que les dominants invoquent l'intérêt général pour asseoir leur pouvoir. Mais Bourdieu, à la fin de sa vie, avait compris qu'il y avait deux mains de l'État. Il y avait la main droite de l'État au service du capital, et il y avait la main gauche, hein, dont le fondement, justement, c'est ce qu'il appelait l'universel. Hein, la main gauche, c'est l'État social, l'universel. Et donc l'universel, c'est le mot qu'avait du mal à prononcer Bourdieu pour dire intérêt. Il avait du mal à prononcer le mot intérêt général. Il a eu du mal à prononcer le mot État, il y arrivait à la fin de sa vie, mais le mot intérêt général, il a eu du mal à prononcer le mot universel. Le fondement de la démocratie, au sens fort du terme, du projet républicain et de l'État social, c'est l'intérêt général. Et je pense que l'écologie, eh bien, on est en plein dedans. On a besoin d'intervention publique, bien entendu. Il faut construire un État social et écologique pour relever pour qu'on a quitté le siècle rouge, en quelque sorte, on rentre dans un siècle vert. Je pense qu'il va falloir essayer de combiner les deux, hein, le meilleur du rouge et le meilleur du vert. Et ça suppose à la fois plus de démocratie et plus d'intervention publique. Bien, merci. Donc, je vous rappelle aux personnes qui nous suivent en direct que vous pouvez poser des questions. Donc, on a une première question qui est de savoir si effectivement le fait que la France soit plus avancée en matière sociale, c'est pas un handicap du point de vue économique. Est-ce que c'est pas ça qui explique notre taux de chômage élevé? Et on a une seconde question qui nous demande quel est l'état aujourd'hui des forces populaires? Est-ce qu'effectivement, elles sont capables de mener cette lutte des classes? Donc, je vais vous redonner la parole et vous pouvez également réagir aux interventions de vos collègues. Je prends la parole, merci. Je vais d'abord essayer de répondre à cette première question d'un spectateur et en profiter pour répondre indirectement à ce que Christophe vient de défendre. Moi, il faut distinguer ce qu'est le projet
et ce qu'est le mouvement néolibéral, qui pour moi est un mouvement qui effectivement, et Marie-Laure l'a mis en avant, est un mouvement pour qui la démocratie est un problème, fondamentalement, parce que en réalité la démocratie est une entrave, parce que effectivement les peuples peuvent faire des choix qui ne vont pas dans le cadre de cette valeur actionnariale, et qu'effectivement il faut encadrer ça par tout un tas d'institutions, les banques centrales indépendantes, des traités de libre-échange, des choses comme ça. Bon. Des organisations internationales, des choses qui effectivement contraignent les choix démocratiques. Donc ça, moi, c'est ce que, dans le passage que tu as cité, c'est ce que je défends. C'est pour moi la vision idéologique du néolibéralisme. Dans son application pratique à la France, j'ai toujours dit, je suis un lecteur d'ailleurs de Christophe Rameau, donc il n'y a pas de raison que je dise des bêtises de ce point de vue, j'ai toujours dit qu'effectivement la France avait conservé, et c'est même d'ailleurs sa particularité dans l'ère néolibérale, un État social fort, qu'elle l'a même développé effectivement. Alors après, de façon qui peuvent être critiquables, mais bon, voilà, il y a eu le RSA, il y a eu ces choses-là qui ont été réalisées, les 35 heures, ça a été réalisé pendant l'ère néolibérale et à contre-courant de l'intégralité de ce qui se passait ailleurs. C'est-à-dire, quand nous, on fait les 35 heures, en Allemagne, ils ne font pas vraiment les 35 heures. Ils font les réformes Hartz. Donc, ce n'est pas tout à fait le même mouvement. On ne peut pas dire. Donc, et d'ailleurs, au sein de la gauche, parce qu'il n'y a pas que la division entre Mediapart et Christophe Rameau, il y a aussi la division au sein de la social-démocratie. On se souvient que Tony Blair et Gerhard Schröder avaient fait un manifeste contre Jospin à l'époque. Donc, il y a quand même quelque chose qui se jouait à ce niveau-là. Moi, ce que je défends, c'est l'idée qu'il y a un mouvement général, décrit très bien par Marie-Laure juste après mon intervention, qui fait que la France a fait ce qu'elle peut dans ce cadre-là. Et il y a un mouvement, il y a une résistance française qui, à mon avis, est une résistance nationale, qui est une résistance démocratique, qui est liée au jeu politique français, qui fait qu'effectivement, on n'a pas pu faire en France ce qu'on a fait au Royaume-Uni, tout bêtement. Donc, on peut se poser la question pourquoi, etc. Mais on n'a pas fait ça. Donc, on a détruit l'État social. On a attaqué l'État social. Je fais attention à ce que je dis. On a attaqué l'État social là où on a pu. Et Christophe, tu ne peux pas dire, tu es quand même un spécialiste de ces questions-là, qu'on n'a pas attaqué de front la santé publique en France. Enfin, je veux dire, elle a été massacrée autant qu'on pouvait le faire, dans un cadre effectivement où on peut juger que c'était pas si mal, c'était pas si pire, mais enfin, parlons-en aux soignants, et je veux pas parler là du Covid parce qu'encore une fois, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais parlons de ce qui se passait juste avant, du mouvement qui avait au sein des hôpitaux en 2019. C'était le fruit de 10 années de sous-investissement, de 10 années d'austérité très dure sur un des piliers de l'État social français qui fait la spécificité de cette chose-là. On ne peut pas nier non plus qu'à un moment ou à un autre, cet État français, démocratique et républicain, ait attaqué de front les intérêts des travailleurs et qu'il l'ait fait par les lois travail que j'ai évoquées et qui existent. On ne peut pas aujourd'hui considérer que l'État français défend les travailleurs qui sont soumis au chômage à l'emploi dans les entreprises aujourd'hui. Il y a un mécanisme légal qui favorise ce chantage à l'emploi. Donc on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Moi, c'est ça, mon point de vue est là. Ce n'est pas de dire qu'on est à zéro en état social, qu'on était à un niveau génial et qu'on a tout détruit. C'est qu'en fait, on l'a attaqué et que cette attaque, elle s'est, pour moi en tout cas, elle s'est intensifiée à partir de 2010-2017, beaucoup en 2017, et qu'effectivement, il y a en face une résistance populaire qui se met en place, qui est très incomplète, totalement atomisée, qui prend des formes complètement différentes, souvent
des formes soit localisées, soit certaines parties des classes populaires qui se mobilisent. On a vu les gilets jaunes, on a vu les services de santé, etc. Mais il y a une vraie résistance. Et quand on regarde, par exemple, ce qui s'est passé sur le régime des retraites, je veux dire, le gouvernement a perdu la bataille des idées sur le régime des retraites, qui était une vraie déconstruction pour le coup de l'État social, enfin cette réforme des retraites. Il y a eu une vraie lutte dans l'opinion, et l'opinion a imposé d'une certaine façon à ce gouvernement une défaite intellectuelle, moyennant quoi ils sont passés en force quand même. Bon, après il y a eu le Covid, c'est autre chose, mais ils sont quand même passés en force. Mais il y a une résistance fondamentale du corps social français, corps démocratique, si tu veux, à ça. Je l'explique, moi, par une certaine histoire, effectivement, de ce corps social. Et je pense qu'effectivement, c'est une particularité française. Donc, il y a des frontières, ça existe. Donc, voilà, il y a un cadre national qui fait que voilà. Juste pour terminer sur cette question, est-ce que c'est le chômage, etc. Moi, je crois qu'effectivement, quand on a choisi cette voie moyenne au sein du néolibéralisme, où on a préservé un cœur de l'État social important, même s'il a été soumis ensuite à une attaque forte, eh bien effectivement, il y a un coût à ça. Bon, le coût, il est effectivement d'avoir un PIB par habitant qui est un peu inférieur à celui des autres. Mais en fait, pardon, mais on s'en moque, quoi. Enfin, c'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'on maintient la cohésion sociale avec ça ? Est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce que si on veut accélérer, c'est le projet du gouvernement actuel, on accélère la croissance, on augmente le PIB par habitant, mais on détruit, effectivement, on va plus loin dans l'attaque, pardon, pas dans la destruction, mais dans l'attaque de l'État social pour pouvoir augmenter cette croissance, parce que voilà, elle est calculée comme ça. Donc moi, je crois que c'est pas un bon choix, et je le vois puisqu'il y a des pays qui ont des PIB par habitant, des croissances de PIB par habitant beaucoup plus importants que la France, mais qui sont soumis en fait à des taux de pauvreté plus importants, à des problèmes sociaux plus importants. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut penser. Donc oui, je pense que là, il y a eu une résistance du corps social démocratique français, et que de ce point de vue-là, je pense que c'est ça qu'il faut aussi préserver et développer. Et je suis d'accord là-dessus avec Christophe. On reviendra peut-être sur d'autres éléments, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Merci. Donc Marie-Laure, vous pourrez aussi peut-être répondre à la question, est-ce qu'il y a une opposition actuellement dans les classes dirigeantes entre le capitalisme financier et le capitalisme productif? Alors, j'aurais bien voulu répondre à la première question, en fait. Mais bon, je pense que je vais répondre aux deux en prenant cette première question. Je crois que, en fait, la question, elle porte la réponse en elle-même. La première question, elle porte la réponse en elle-même. Je crois que le gros problème aujourd'hui est vraiment, je dirais, ce qui reste à faire, et ce qui est vraiment ce vers quoi nous devons aller, c'est d'arrêter d'opposer ces deux choses-là. C'est-à-dire d'arrêter d'opposer d'un côté l'économie et de l'autre le social et l'environnemental. Je vais les mettre ensemble. Je crois que la clé maintenant aujourd'hui, c'est qu'on réussisse, qu'on comprenne qu'il faut qu'on crée un autre indice, un autre mécanisme de mesure que le PIB, par exemple. Il y a des pays qui commencent à le faire, il y a des villes qui commencent à le faire, dans lesquelles on ne va pas dire plus de croissance économique, moins de chômage et plus de social va réduire la croissance économique. Je veux dire, en fait, on se tire une balle dans le pied en pensant comme ça. Je crois que ce vers quoi il faut qu'on tende, c'est une réconciliation en profondeur et une compréhension en profondeur que la croissance, entre guillemets, n'a de sens que si elle sert une large partie de l'humanité. Tout en respectant la planète, parce que de toute façon, servir une large partie de l'humanité, ça veut dire, par définition, respecter la planète. Sinon, on a une vision sur une génération et ensuite, ça s'écoule. Donc, en fait, tous ces éléments-là, maintenant, ils doivent être ramenés ensemble. C'est un peu le pendant de ce qui se passe dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille au-delà de la théorie de la valeur actionnariale. Le pendant de la théorie de la valeur actionnariale, c'est la théorie du PIB. Donc, en fait, il faut que dans les deux cas,
ont réussi, c'est les entreprises ont commencé à le comprendre, et c'est pour ça que là je reviens un peu sur la deuxième question. Il y a une compréhension qu'on ne peut plus opposer. En tout cas, il y avait une compréhension avant le Covid. Maintenant, je crois que c'est vrai que cela, on peut peut-être en reparler. Il y avait une compréhension de plus en plus nette. On ne pouvait plus opposer la finance au productif, et que, en tout cas, si on faisait ça, on allait à court terme dans le mur. Et donc, la question qui va se poser, c'est pousser en fait la finance en produisant des externalités. Ça, c'est le modèle d'avant. Hein, et les externalités, elles sont écologiques, elles sont sociales, elles sont démocratiques et donc politiques, etc. C'est quelque chose qui a un impact destructeur sur nous tous, y compris sur le capital et y compris sur les plus riches des plus riches. Donc, la prochaine étape, c'est de réconcilier en fait ces dimensions-là, en disant l'objectif n'est pas de compenser pour des externalités, éventuellement dans le meilleur des mondes, hein, la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise ou la théorie des parties prenantes, etc., sont essentiellement ça, c'est se dire il y a des externalités qui sont produites, on va essayer de les compenser. Non, c'est de se dire comment on arrive à des modes de production, à des modes de consommation, à des modes de vie qui réduisent au grand maximum ces externalités négatives, qu'elles soient sociales, écologiques, démocratique. Et ça, du coup, ça va se traduire par vraiment, là les chiffres, les systèmes comptables au sens très large du terme, la manière dont on compte et dont on définit la valeur, c'est, à mon avis, un outil clé. Et donc, ça veut dire, en effet, une vraie remise en cause du PIB comme moyen de mesure de bien-être, en fait. Il faut élargir la notion de bien-être vers une notion de prospérité qui inclut des dimensions multiples, la santé, l'éducation, etc., l'égalité, la démocratie, etc. Donc, comment on mesure ça? C'est évidemment toute la question. Il y a des tas de gens qui sont en train de travailler sur ça, qui travaillent aussi sur l'équivalent à l'intérieur de l'entreprise, hein, pour finalement redéfinir les index de mesure de création de valeur dans l'entreprise. Et je crois que c'est là qu'on doit aujourd'hui travailler pour qu'on ne puisse plus jamais poser la question qui a été posée au tout début. C'est-à-dire que ce n'est pas l'un ou l'autre, il faut que les deux soient totalement interpénétrés. Christophe, quelqu'un nous dit l'État social a été le produit des luttes sociales. Est-ce que l'État social n'est pas mis en cause par l'affaiblissement aujourd'hui des classes populaires? Comment dire oui, enfin, comment dire, l'État social, c'est notre véritable révolution économique. Ça commence dès l'essentiel d'ailleurs pour l'État social, c'est pas 45, c'est pas les 30 glorieuses, hein, ça s'est joué avant. C'est à la fin du 19e que les sociétés, parce qu'il y a une dépression, etc., arrivent à la conclusion de façon très laborieuse, conflictuelle, etc., que l'initiative privée, ça dit bon, mais il y a besoin d'intervention publique. Donc la loi sur les accidents du travail de 1898, l'introduction de l'impôt progressif sur le revenu aux États-Unis en 1910, puis en 1914 en France, etc., etc. Bismarck, enfin bref, j'en passe. Bon. Et donc, comment dire, l'État social, il a 4 piliers, 4 grands piliers. La protection sociale, le droit du travail, puis le droit à la négociation collective de façon connexe, les services publics, et puis toutes les politiques économiques, budgétaires, monétaires, industrielles, commerciales de soutien à l'activité. Le projet du néolibéralisme, et on est bien d'accord, hein, Romaric là-dessus, c'est de remettre en cause ces 4 piliers. C'est pour ça que c'est bien de raisonner en termes d'État social, c'est que ça permet de saisir notre évolution, et puis en même temps la cohérence d'ensemble du néolibéralisme. Le projet du néolibéralisme, c'est de privatiser la protection sociale, démanteler le droit du travail, privatiser les services publics, et puis réorienter toutes les politiques économiques dans un sens libéral. Très bien. Est-ce qu'il a réussi à réaliser son projet? En partie. J'ai dit tout à l'heure, on a changé le monde. Je n'ai pas eu le temps de m'étendre là-dessus, parce que moi j'aime bien plutôt mettre l'accent là où il y a du débat. Hein, mais bien entendu, hein, on a changé le monde. En particulier sur le 4e pilier. Hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de volets de la politique économique, donc finance libéralisée, qui met en jeu la politique réglementaire, et puis industrielle, l'industrie de la banque et de la finance, libre-échange, austérité salariale, politique des revenus. Voilà, donc là on a changé de monde. Hein, donc, et puis sur les autres piliers, il y a eu des offensives. Bien sûr, remise en cause de la protection des retraites, de la santé publique, du droit du travail, bien sûr. Mais ce que j'essaie de faire comprendre, par rapport à un certain discours que j'appelle de la déploration, c'est attention à ne pas scier un peu plus la branche sur laquelle on peut prendre appui pour mener la contre-offensive. C'est ça la question. Hein, et qu'aujourd'hui, en dépit des assauts néolibéraux qui sont réels, il faut tenir cette ligne de crête, il y a toujours de la protection sociale, il y a toujours des services publics, il y a toujours du droit du travail, et que peut-être que notre principale, utilité, c'est pas simplement de dire « Ah, les méchants néolibéraux s'attaquent à ça ». Bien sûr qu'il faut le dire, on est d'accord.
Et je le dis, les économistes intéressants. Mais ça serait aussi plutôt de mettre l'accent sur le fait, y compris un discours en positif, convaincre intellectuellement la population sur le fait de la protection sociale, c'est génial. Il faut payer et cotiser dans la bonne humeur. Les services publics, c'est génial quand c'est bien géré. Il faut savoir nettoyer devant sa porte quand même, parce que parfois ça peut être mal géré aussi, hein, d'accord, etc. Le droit du travail, c'est super, il y en a besoin, voilà. Hein. Il faut remettre en cause les... Bon, alors je termine sur un point par rapport à Romaric. Romaric, tu es trop franchouillard, pour le coup. Quand tu dis l'État social, il a résisté qu'en France, mais non, l'État social, il existe dans tous les pays du monde, de façon plus ou moins développée. Mais le débat sur est-ce qu'il faut plus ou moins d'intervention publique, il existe dans tous les pays du monde. Aux États-Unis, l'eau, c'est public. Pour reprendre un Mediapart, parce que quand même, Mediapart, je fais aussi l'éloge, hein, pour reprendre les très beaux articles de Martine Orange dans Mediapart autour de l'affaire Suez-Veolia, hein, d'accord, elle a fait des très beaux articles, eh bien, l'eau aux États-Unis, c'est public, à soit 80%. D'accord. Il résiste aux multinationales françaises de l'eau sur le thème non, on ne veut pas de privatisation. Vous voyez, le NHS au Royaume-Uni, ça résiste. Vous voyez, mais si, c'est quand même important. Non, mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des assauts néolibéraux, mais ça résiste. C'est la fierté des Brites. Ça fait partie de la fierté des roast beef, le NHS. C'était une séquence entière de leurs Jeux Olympiques. Il y en avait 4. Il y avait une autre séquence entière sur. Il y en avait 5. Une séquence entière sur le NHS. Donc c'est important. Alors pour répondre, comment dire, donc il y a bien des reculs. Alors un dernier point, mais c'est pas le sujet là. Sur le PIB, je ne suis pas d'accord avec Marie-Laure. Je suis d'accord pour dire que il faut plein d'autres indicateurs, des indicateurs écologiques. Mais moi, je dis toujours à mes amis écologistes, je me considère comme écologiste, passez du temps, s'il vous plaît, à construire des bons indicateurs écologiques plutôt qu'à tirer, passer votre temps à tirer à la sulfateuse sur le PIB, qui est un indicateur très, très, très utile. D'accord. L'enjeu, c'est, parce que notamment, il permet d'exhiber que les fonctionnaires sont productifs. Puis c'est comme ça qu'on peut calculer la socialisation de l'économie. Voilà, l'enjeu, c'est de réorienter certaines productions du PIB. Donc, il ne s'agit pas de faire de la croissance aveugle. Je suis contre le productivisme, bien entendu. Il faut réorienter certaines productions, faire décroître certaines productions, d'accord, mais en faire croître d'autres. Mais c'est pas en s'attaquant à l'indicateur PIB, qui est un indicateur qui a été construit contre les libéraux. C'est quand même un comble. J'ai rediscuté avec un économiste néoclassique complètement fou. Il est contre le PIB. Il est contre les cours de comptabilité nationale dans les facs. Il dit ça sert à rien, c'est de la macro, ça. Hein. Donc là, on est en train de donner des armes avec un pseudo-discours critique aux pires libéraux qui sont contre la macroéconomie, qui sont contre la contanate, et qui n'ont pas besoin de ça. Ils parlent des comportements individuels. Le PIB, ça les intéresse pas. Ils en ont rien à faire. Hein. Donc voilà, je pense que passez votre énergie à construire des bons indicateurs écologiques, parce que Dieu sait que ceux qu'on utilise parfois, comme l'empreinte écologique, j'ai pas le temps d'en parler, qui est un indicateur privé, le moins qu'on puisse dire, je reste, comment dire, doux, c'est que c'est très imparfait, pour ne pas dire plus. Eh bien, malheureusement, le débat est passionnant, mais notre temps, le temps imparti est terminé. J'espère qu'on vous aura convaincu qu'effectivement, le critère pour juger de politique économique, de politique sociale, c'est aussi le critère de classe sociale. Quelles sont les classes sociales qui sont aidées, quelles sont les classes sociales qui sont avantagées ou pas par tel ou tel type de politique. Donc, je vous remercie.